il y a 1 an à peu près, ça m'est arrivé. Je m'en suis souvenu parce que c'était autour de la Saint-Valentin. J'avais passé la semaine d'avant à l'appréhender, à traquer mon ex sur Instagram, à me sentir tout simplement nul. On avait rompu quelques mois auparavant, et elle avait gardé l'appartement dans lequel on vivait. Elle l'avait trouvé, elle y avait fait la plupart du boulot. Son ami avait emménagé, moi j'avais déménagé. Arrangement simple, mais qui a fait mal. J'ai fini par trouver un logement pour moi, bien à l'extérieur de la ville. Si vous connaissez Montréal, vous savez que les loyers sont fous. Si on veut plus qu'un lit et des toilettes, il faut renoncer à l'idée d'être au centre. La période de la Saint-Valentin est arrivée, et une fin de semaine. Je me suis senti pitoyable. J'ai avalé une bouteille de Prosecco que j'aurais dû partager. Et là, j'ai pris une décision idiote mais logique sur le coup. J'ai réduit le rayon de mes applications de rencontres au minimum pour voir si je pouvais décrocher un rendez-vous pour la Saint-Valentin. La moitié du temps, on tombait sur des gens à l'autre bout de Montréal. Les rencontres s'effondraient dès qu'on proposait un verre. Trop loin, pas le temps ce soir, peut-être la semaine prochaine. Je ne suis pas le mec le plus beau du monde. Je suis honnête avec moi-même. J'ai un bon radar pour repérer quand quelqu'un est trop parfait pour être vrai. Mes soupçons se confirmaient souvent dès le premier message. Un truc qui sentait la pub pour un site russe. Bref, j'ai rencontré Béatrice. Elle m'avait l'air charmante, dans ma portée, et elle n'était pas très loin. On a convenu d'aller boire un verre au pub Saint-Laurent la veille de la Saint-Valentin, pour éviter les attentes romantiques stupides. C'est un bar que prennent tous les gens qui descendent à ma station de métro. J'étais content, honnêtement. Elle avait de l'humour, pas forcément la femme de ma vie, mais on s'entendait. Rien que l'idée que mon ex puisse être seul ce soir-là me confortait un peu. La nuit du rendez-vous, j'ai pris ma bière habituelle avant de partir, pour me donner un peu de cran. J'ai envoyé un message pour dire que j'étais en route. Elle a répondu « Cool, j'arrive presque ». Il faisait sombre, une bruine fine flottait dans l'air, une odeur humide de chaussée. J'ai haussé les épaules. C'est Montréal. Le trajet jusqu'au bar ne prend pas normalement longtemps. Mais il faut zigzaguer par des petites rues. Ça ralentit. J'ai pris un détour pour éviter des ruelles. On entend trop d'histoires de vols à l'arraché par ici. Je suis arrivé au pub Saint-Laurent avec un peu de retard et j'ai envoyé un message d'excuse en entrant. Réponse quasi instantanée. Mince, pas eu le temps de t'écrire. Il y a plein de mecs pour un anniversaire. Ils sont très bruyants. Ça me met mal à l'aise. Je suis allé au resto d'à côté voir s'ils ont une table. Je ne pouvais pas lui donner tort. Il y avait un groupe d'hommes qui hurlaient, qui buvaient, qui fumaient devant le bar. Le vacarme, l'odeur de tabac et de bière mêlée. Si j'avais été une petite femme, j'aurais aussi été mal à l'aise. Elle m'a envoyé le nom du restaurant en me disant de me dépêcher, qu'il nous garderait une table si je venais vite. Là, ça a commencé à me titiller. On n'avait pas dit qu'on dînait. Et quand j'ai mis l'adresse dans la carte sur mon téléphone, 2 itinéraires sont apparus. L'un court, l'autre plus long. L'un était rapide, l'autre ajoutait 10 minutes. Le problème, c'est que le plus court passait en plein cœur d'un vieux complexe HLM à moitié abandonné. Je dis « à moitié » parce que j'étais sûr que certaines personnes y vivaient encore. Mais la moitié des immeubles étaient planchés. J'ai regardé et j'ai décidé, pas question d'y passer. Il y avait à peine d'éclairage public, juste quelques halos jaunes qui peinaient à percer la bruine. On distinguait des formes sombres, des silhouettes dans les fenêtres. J'ai choisi le chemin qui rallongeait.
J'ai prévenu que j'allais être un peu en retard. Réponse immédiate. « Viens maintenant, » disait-elle. « C'est plus rapide, fais-le. » Sa tonalité m'a déplu. J'ai répondu que non, je ne traverserais pas le vieil HLM la nuit. J'ai senti mon estomac se nouer, un mauvais pressentiment. J'étais seul sur ce trajet. La rue longeait maisons et commerces, mais il n'y avait personne dehors. Qui diable remplirait un restaurant la veille de la Saint-Valentin? Je me suis demandé si l'endroit était vraiment plein. J'ai eu cette sensation étrange, une alerte sourde au creux de la gorge. Quelque chose clochait, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Pour une raison que j'ignore, j'ai marché au milieu de la chaussée pour la dernière portion. Peut-être que je me sentais plus visible, ou que j'avais l'illusion de repérer le danger venant des deux côtés. Je me suis surpris à guetter les façades, à voir mon reflet dans les vitrines, à m'arrêter net parce que mon propre visage me paraissait inconnu. Le moindre coup de vent m'a fait tressaillir. J'ai ralenti. Personne n'est venu vers moi, heureusement. Je me suis dit que j'étais plus près du restaurant que du bar d'origine. L'idée d'apercevoir un visage amical m'a poussé à accélérer. J'ai envoyé des messages à quelques amis, juste au cas où, la poitrine battante, la respiration courte. Pendant que je marchais, mon téléphone vibrait. « Dépêche-toi », m'envoyait-elle. « Le raccourci est fait. Je viens de le prendre. » Puis, au moment où j'ai envoyé « Je suis presque arrivé », plus rien. Comme si la conversation avait été effacée. Une fois, elle me pressait. La seconde suivante, elle avait disparu. J'ai senti le silence tomber sur moi comme un piège. Je suis entré dans le restaurant. C'était exactement ce que j'avais imaginé. À peine quelques clients, pas de tablée bruyante, juste des familles calmes, un couple âgé. Le serveur a secoué la tête quand je lui ai demandé si une femme nommée Béatrice avait réservé. « Pas ce soir », m'a-t-il dit. « Juste ces quelques tables. » L'idée que quelqu'un ait faim d'être elle m'a glacé. J'ai ouvert la conversation pour lire les derniers messages. L'écran m'a paru plus menaçant que rassurant. Il y avait des jours de banalité simulée, des échanges normaux qui, vus de l'extérieur, semblaient ordinaires. Et c'était ça, le plus terrifiant. Penser qu'une personne était allée jouer la normalité pendant plusieurs jours, mimer une vie, imiter des émotions. Je me suis retrouvé stupide à imaginer des gens me regardant depuis l'ombre, observant ma silhouette à travers la vitre du restaurant. Si cette personne m'avait poussé à changer de chemin, à me rapprocher d'un endroit précis, elle savait où j'étais et elle le suivait peut-être. J'ai demandé une table juste pour rester visible, pour avoir un prétexte. J'ai réservé un VTC sur mon téléphone et commandé de partir. Pendant le trajet, j'ai refusé de regarder au dehors. Je tenais la fenêtre loin de mon visage. J'avais l'impression qu'on pouvait voir mon profil, lire mon identité sur ma peau. Le moindre reflet me mettait à nu. Le chauffeur m'a laissé devant mon immeuble. J'ai marché les quelques pas jusqu'à la porte et j'ai senti mon cœur battre plus fort que je ne l'aurais cru possible. L'air sentait les poubelles mouillées, un mélange de pluie et d'huile de friture. Je suis rentré chez moi la tête basse, en tremblant. Je n'avais jamais dit précisément où j'habitais à cette Béatrice, mais savoir qu'elle connaissait le secteur, savoir qu'elle avait pu me pousser vers ce quartier et disparaître, m'a suffi. À partir de cette nuit-là, j'ai commencé à regarder des annonces de logements de l'autre côté de la ville. Dès que je pourrais, je partirais. Quitter ce quartier, fuir la silhouette qui, quelque part dans la ville, avait joué à être une personne normale juste assez longtemps pour me faire venir. J'ai fermé la porte derrière moi
et entendu mon propre souffle se frotter au mur. J'ai pris une douche tiède, comme pour laver de moi la tension indésirable. Mais rien n'est parti. L'idée que quelqu'un ait pu simuler une vie, s'insinuer dans une conversation, me pousser comme on pousse une pièce sur un échiquier, ça m'a habité. Je me suis couché en écoutant la pluie tambouriner sur la fenêtre, le cœur encore à courir. Et la ville, dehors, avait repris son chuchotement. Moi, j'ai décidé que bientôt, je partirais aussi. Tout a commencé le 7 février. Le petit café indépendant où je travaillais, dans le plateau Mont-Royal à Montréal, avait décidé de se déguiser pour la Saint-Valentin. Mes collègues et moi, on avait passé à peu près tout notre quart à accrocher des guirlandes roses et rouges, à noircir des phrases d'amour autour du tableau menu, à coller des cœurs bricolés un peu partout. C'était une façon amusante de passer la journée. On a ri, on a chantonné entre deux cafés. L'air avait senti le sucre et l'encaustique chaud. Mais en fin de service, en fermant ma veste, j'ai senti une petite pointe de solitude me remonter la nuque. Je savais que j'allais être seul ce jour-là. Je me suis dit que je pouvais encore faire glisser le doigt sur une de ces applications, essayer de décrocher un rendez-vous en une semaine. Mais je savais très bien que les chances d'en trouver un qui me plaise vraiment étaient nulles. Alors je me suis résigné. Encore une Saint-Valentin en solo. Quand je suis arrivé chez moi, dans le Mille-End tout proche, j'ai trouvé quelque chose qui a fait tressaillir mon cœur. Une enveloppe rose dans ma boîte aux lettres. J'ai souri malgré moi. Un admirateur secret. C'était digne d'un roman à l'eau de rose, ridicule, mais charmant. Peut-être que c'était la voisine du rez-de-chaussée, ou un collègue facétieux. Mais quand j'ai ouvert, il n'y avait rien de romantique à l'intérieur. Juste 3 mots griffonnés à la va-vite. 7 jours restants. Pas de cœur, pas de baiser, pas de prénom. Et l'enveloppe ne portait ni adresse ni nom. Rien qui prouve que c'était pour moi. Je me suis senti un peu idiote là, dans l'entrée, la lettre à la main. Et si ce n'était pas pour moi, si quelqu'un s'était trompé de boîte aux lettres, j'ai continué de me dire que j'étais ridicule, et j'ai gardé l'enveloppe, je l'ai posée sur la table, et je suis monté dans mon appartement. Le soir, la tasse de thé m'a un peu réchauffé, et honnêtement, le lendemain matin, j'avais presque oublié l'histoire. Jusqu'au retour du travail. Ce soir-là, en ouvrant la boîte, il y avait encore une enveloppe rose et un petit paquet en papier brun coincé à l'intérieur. Mon cœur s'est remis à battre plus vite. L'idée d'un admirateur secret m'a traversé comme un frisson agréable. L'enveloppe était intacte, pas d'erreur possible. Quelqu'un avait pris la peine de glisser ça précisément dans ma boîte. Quand j'ai déplié le papier brun, j'ai compris que ce n'était plus un jeu. À l'intérieur, il y avait un ours en peluche minuscule, sale à en faire mal aux yeux. Il n'était pas neuf, il avait vécu et mal. La fourrure était mâtée, pleine de taches sombres, comme si on l'avait traîné dans la boue et jamais lavé. Une des yeux manquait. L'œil restant brillait bizarrement, vaguement vitreux. Le papier renfermait aussi une autre note. 3 mots encore. Froid. 6 jours restants. C'est là que l'excitation s'est transformée en quelque chose de glacial. Ce n'était plus une surprise mignonne. Quelqu'un avait préparé ça, et ce quelqu'un avait envoyé une peluche déguenillée avec une comptine morte. J'ai senti mes doigts devenir humides. J'ai frotté mes paumes sur mon jean pour essayer de me réchauffer. La pièce sentait la cire et le café refroidi. Mais tout ça a pris un goût métallique. Je suis allé en parler à Marie-Claude, ma collègue. Elle a froncé les sourcils. Elle a mis sa main sur mon bras
et elle m'a dit « T'as un stalker ». Elle n'a pas choisi ces mots. Elle a dit que même si c'était de l'affection, les limites étaient franchies et que je devrais appeler la Sûreté du Québec. J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que j'allais leur dire de toute façon ? Bonjour. Je reçois des enveloppes anonymes sans adresse. Ça sonnait ridicule. Je ne voulais pas non plus briser la vie de quelqu'un qui, peut-être, n'avait fait qu'un geste maladroit. Alors je n'ai rien dit. La nuit suivante, en rentrant, il y avait une autre enveloppe. La note à l'intérieur disait, sans surprise, 5 jours restants. J'ai senti la colère monter, une colère mécanique qui venait recouvrir la peur. J'ai attrapé un morceau de papier et un feutre indélébile, et j'ai écrit « Qui que tu sois, arrête. C'était mignon au début, c'est devenu inquiétant. Cesse ou j'appelle la Sûreté du Québec. » Je n'ai pas voulu être sèche. Je voulais juste que le message passe. J'ai scotché la feuille sur la porte d'entrée de l'immeuble, là où tout le monde la verrait peut-être. Je prends toujours une douche avant de me coucher. C'est une routine, presque rituelle. J'aime l'eau chaude, l'embrasement de la vapeur contre la vitre embuée, le bourdonnement doux du tuyau. Ce soir-là, en sortant, quelque chose a accroché mon œil. Un éclat de couleur, minuscule, sur le rebord de la fenêtre. J'ai tendu la main et j'ai senti un frisson me grimper le dos. C'était un petit œil en verre, minuscule, avec encore des fils de tissu collés au dos, comme s'il avait été arraché. Mon estomac s'est tordu. L'œil provenait de l'ours en peluche. J'ai su sur le champ que ce n'était plus un admirateur bêta. Quelqu'un m'avait observé. Je prends une douche chaude. La fenêtre est souvent entr'ouverte pour laisser échapper la vapeur. C'était une habitude que je n'avais jamais considérée comme un indice. Mais pour la personne qui avait déposé cet œil sur le rebord, c'était une information. Ils avaient attendu au dehors, respirant la nuit, jusqu'à savoir quand et où je verrais l'objet. Ils avaient attendu que la vapeur retombe pour que l'œil brille sous la lumière. Le cœur m'a tambouriné dans la poitrine, sourd, trop rapide. J'ai reposé l'œil, la paume encore humide, et j'ai senti une odeur de fer, comme du sang séché, qui n'appartenait pas à la pièce. J'ai appelé la Sûreté du Québec cette nuit-là. Ma voix tremblait, mais j'ai raconté tout, mot pour mot. Ils ont pris la plainte, m'ont demandé si j'avais des ennemis, si j'avais reconnu quelqu'un. Je n'ai rien su dire. Les agents ont noté la date. Ils ont pris des photos de l'ours, de l'œil, de la note. Ils m'ont dit d'essayer de ne pas toucher aux preuves. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte pour harcèlement. J'ai accepté, parce que la peur avait désormais un visage. Après cet appel, les choses ont cessé. Les enveloppes ont arrêté. Le silence après l'orage était encore plus lourd, chargé d'une attente presque palpable. Pendant des semaines, je me suis retrouvé à scruter la rue, à compter les passants, à essayer d'attraper un regard qui traînait plus longtemps que nécessaire. Au café, je dévisageais les clients. Je cherchais une paire d'yeux qui me regardait de travers, un sourire trop calculé. La nuit, je dormais d'un seul œil, la main sur la couverture, écoutant la respiration régulière des voisins, la chaudière qui grince et la goutte lente du tuyau d'évacuation. Parfois, le scénario me revenait en images, l'enveloppe froide dans ma main, l'odeur de vieux tissus, le cliquetis fragile du petit œil tombant sur le rebord, le papier humide collé sur la porte. Parfois, je m'apercevais que je regardais inutilement derrière moi, en marchant dans la rue, que je faisais demi-tour pour voir s'il y avait quelqu'un à la fenêtre, qu'un simple reflet me donnait la chair de poule.
La peur avait creusé une place dans mes gestes quotidiens. Je ne sais pas qui m'a observé, ni pourquoi il a choisi cette façon de me dire « je te vois ». Peut-être qu'il n'y avait pas d'amour dans tout ça. Peut-être que c'était seulement le jeu tordu d'une personne qui se sentait puissante à l'idée d'être regardée sans être vue. Ce que je sais, c'est que depuis, chaque petit bruit dehors me fait sursauter. Chaque bruissement sur le palier me cloue. Et que la moindre peluche dans une vitrine me serre la gorge. J'ai fini par ranger l'ours dans un sac, puis dans une boîte, puis au fond d'un placard que je n'ouvre presque jamais. Mais le bruit d'un bouton qui tombe me rappelle encore, comme un cliquetis lancinant, la façon dont quelqu'un était entré dans mon intimité, muet et précis. Je pense parfois à la voix de Marie-Claude, ferme, qui m'a dit de ne pas laisser passer. À la main des agents qui ont tenu l'objet, froid, sous la lumière bleue d'une lampe. À la sensation, bizarre et intime, d'avoir été l'objet d'un rituel silencieux. Et dans les moments les plus clairs, quand la rue est déserte et que le vent traîne des feuilles mortes le long du trottoir, j'imagine quelqu'un qui me regarde encore, quelque part, patient comme une ombre. Je me dis que peut-être je sais reconnaître son regard si un jour il se pose sur moi. Ou peut-être que je le verrai sourire, lentement, et que je saurai tout de suite que le jeu n'est pas terminé. Le plus étrange, c'est que j'ai vécu avec cette attente. Elle est devenue une compagne invisible, une présence lourde que j'ai appris à porter, comme une écharpe abîmée que l'on garde malgré tout, parce qu'elle contient une histoire. Parfois, je surprends mon souffle qui se casse quand une vitre claque, quand une porte se ferme trop fort vers la fin de la nuit. Et dans ces instants, je pense à l'œil en verre sur le rebord de la fenêtre, à la façon dont il avait capté la lumière et m'avait dit sans mots « Je t'ai vu ». Il y a quelques années, nous avions décidé, mon mari et moi, que la Saint-Valentin nous avait usés. Les cartes, les fleurs, les réservations de dernière minute, tout ça nous a paru creux. Alors on a décidé de l'étirer. 7 jours. Étaler le truc sur une semaine entière, pour que l'amour ne pèse pas comme une obligation. On s'est dit que ça nous enlèverait la pression. On habitait Toronto. On a choisi les Laurentides, trouvé un chalet isolé, un coin où l'air pue le bois humide et la cheminée, un endroit avec peut-être un petit resto à distance de voiture, un sentier qui grince sous les bottes. Mon mari avait passé une partie de son enfance au Québec. Il voulait revoir des amis, de la famille. Ça avait l'air parfait. On a posé nos congés, fouillé des sites, et on a réservé dans un petit domaine touristique chic, pas un hôtel géant, plutôt des chalets éloignés les uns des autres, reliés par des sentiers de gravier qui menaient à un espace central. Là-bas, il y avait un restaurant, 2 tenus par un chef québécois assez reconnu, une bâtisse qui faisait office de réception et un centre de bien-être. C'était propre, étudié, ça sentait le bois verni, l'encens doux. C'était cher. On a trouvé que c'était une bonne dépense. On économisait sur le repas de la Saint-Valentin et on s'offrait des vacances. La semaine nous avait coûté 1500 $ canadiens, tout compris. Le personnel était charmant. Ils savaient nos noms dès qu'on a passé la porte. La réservation en ligne avait tout listé. Ils ont embarqué nos valises comme si c'était rien. Et on nous a offert un apéritif en attendant, assis devant une vaste baie vitrée qui regardait le lac. Le lac était noir, immobile. Le silence nous a frappés plus fort que tout. On avait l'impression d'être tombé dans une autre vie. Aucune rame, aucun klaxon, juste le souffle du vent sur la surface de l'eau. On avait presque fini nos verres quand un homme s'est assis à côté de nous. Il s'est présenté, Luc.
un accent québécois qui cliquetait, pas tout à fait franc, pas tout à fait anglais. Il avait l'air sportif, vêtu de blanc comme s'il revenait du tennis. Il nous a demandé d'où on venait. Toronto, on a répondu. Il a dit que je ressemblais à sa femme. Ce mot m'a rentré dans la gorge. Il a ri et a ajouté qu'on devrait la rencontrer, que je devais forcément lui ressembler. Il regardait longuement, trop longtemps, un regard trop appuyé. Il souriait trop fort, le genre de sourire qui colle. Le temps a été capricieux, pluie, bourrasque, petite tempête de neige. On a fini par rester à l'intérieur plus qu'à l'extérieur, ce qui arrangeait notre plan de semaine étiré. Luc semblait habiter près de nous. On le croisait au petit déjeuner. On le voyait sur le sentier vers le resto. Ou du moins, on le croyait. Dès le début, je ne l'ai pas aimé. Pas seulement une aversion passagère. Un malaise qui me creusait le ventre. Il parlait toujours de lui. Il ramenait la conversation à ses exploits, ses histoires, des petites vantardises voilées. Et son regard. Il me regardait comme si j'étais un trou dans la toile où il pouvait inspecter autre chose. Le deuxième soir, mon mari a recommencé à ronfler comme un moteur. C'était habituel. Souvent, au milieu de la nuit, je me levais et j'allais m'affaler sur le sofa. C'était devenu un petit rituel. Le canapé était face à la baie vitrée. Il fallait allumer une lampe pour tâtonner, trouver le chemin dans la pénombre de ce chalet que je ne connaissais pas par cœur. J'ai allumé. J'ai regardé dehors, le lac noir, les arbres qui se découpaient comme des doigts contre le ciel, les petites lumières des autres chalets, loin comme des yeux. Je regardais et j'ai vu un truc immobile, une silhouette, un buste, une tête. Elle se tenait sur le sentier, un peu plus bas, le sentier qui menait au cœur du domaine. Elle regardait. J'ai senti l'air me couper la bouche. J'ai senti la lampe trop claire sur mon visage. Si quelqu'un était dehors, il me voyait. Mon cœur a accéléré, comme si on l'avait pris à la main et pressé. J'ai chuchoté le nom de mon mari, tout bas, puis plus fort, puis un peu paniqué. La silhouette n'a pas bougé. C'était à une trentaine de mètres, je dirais. Aucune traînée de lumière, juste une masse sombre qui me détaillait à la lueur intérieure. J'ai appelé encore, plus fort. Mon mari a ouvert la porte de la chambre, barbouillé dans le coton du sommeil. J'ai essayé de lui montrer. Il n'y avait rien. La silhouette s'était évaporée, comme si elle avait senti quelqu'un approcher et s'était retirée dans l'ombre. Mon mari a joué la logique. Sécurité, personnel faisant sa ronde, ou un client rentrant tard. Il a été rassurant, comme toujours. Moi, je n'ai pas dormi seulement. J'ai passé le reste de la nuit collé à lui. Le lendemain, j'ai commencé à penser que c'était Luc. J'avais la conviction tenace qu'il était celui qui m'avait regardé. Il avait ce regard, ce genre de possessivité minuscule. Et il parlait souvent de sa femme quand il me regardait, comme s'il mettait un miroir entre nous deux. J'ai essayé d'en rire, de me distraire, mais ça me rongeait. La nuit suivante, on s'est couché du même côté. J'ai choisi la place contre le mur. Puis la Saint-Valentin est arrivée. On s'est fait un déjeuner tardif au restaurant. On a cru, un instant, que peut-être Luc était parti. Mais il est passé encore, seul. Il a dit que sa femme était partie en avance chercher un cours de tennis. Il avait l'air inquiet pour nous. Les cours étaient complets. Selon lui, il nous a conseillé de réserver la veille. J'ai trouvé ça étrange. Pourquoi une femme partirait seule si son mari restait sur le domaine? Peu importe. Le soir, on a bu. On s'est laissé emporter par les promotions.
2 pour 1 sur des apéritifs, des coupes trop sucrées. On a ri comme 2 gamins, on a mangé. On s'est penché sur les flots gris du lac pendant la pluie. Luc n'était pas là. Tant mieux. On a repris le chemin du chalet sous un parapluie prêté par le personnel. On a fait l'amour, comme des couples qui se disent « c'est notre semaine ». Mon mari s'est rendormi aussitôt. Moi, je suis resté éveillé, la gorge sèche. J'ai bu de l'eau du lavabo. J'ai fermé le robinet. Et j'ai entendu quelque chose. Au début, j'ai cru que c'était l'évacuation qui grattait. Un petit bruit, mais régulier. 3 coups, presque rythmiques. Dom, dom, dom. J'ai tendu l'oreille. Non, ce n'était pas la plomberie. Ça sonnait comme quelqu'un qui essayait une serrure, doucement, qui toquait, cherchait, insistait. J'ai senti le sang me battre dans les tempes. J'ai glissé mes doigts sur le drap pour ne pas faire de bruit. J'ai traversé la pièce, doucement, vers la chambre pour réveiller mon mari. Puis, j'ai entendu des pas qui tournaient autour du chalet. Un bruit contre la fenêtre, plus fort. Quelqu'un essayait la vitre. Puis un autre bruit, une secousse plus dure à la porte. Il poussait, sondait. On aurait dit qu'il testait toute l'entrée. Mes mots ont été des chocs. Je l'ai secoué, j'ai chuchoté, j'ai secoué encore. Mon mari dormait comme un noyé. J'ai dû le secouer à coups de poing. Il a enfin ouvert les yeux. J'ai senti la panique dans ma voix. On a allumé toutes les lampes, pris un balai comme une arme. On a ouvert la porte. Il n'y avait personne. On a appelé la sécurité du domaine. Ils sont venus. Le directeur est descendu nous voir en personne, sourire en bandoulière, les yeux polis. Ils ont fouillé. Ils ont dit parfois que le vent fait des sortes de claquements, parfois que les rondes nocturnes patrouillent. Ils ont installé un agent près de notre chalet pour la nuit. Rien n'avait été trouvé. Aucune trace d'effraction. Pas de pas imprudents dans la neige, pas de traces de pneus, rien. Le matin suivant, je me sentais vidé. J'ai voulu parler de Luc, mais j'ai reculé. Je n'avais pas dormi. Mes spato à mes mots étaient salés. J'ai avancé que Luc nous avait toujours regardés comme si on appartenait à une même famille de visages. La réceptionniste a levé la tête. Elle a d'abord paru surprise, puis déconcertée. Elle m'a dit que ce n'était pas leur politique de fouiller dans les réservations, mais qu'elle pouvait vérifier un détail. Elle m'a expliqué que le secteur célibataire était de l'autre côté du domaine, réservé aux résidences d'artistes, d'écrivains, de retraite. Les chalets pour couples étaient plus privés de l'autre côté. J'ai demandé « Sa femme, elle était là ?» Elle m'a regardé, confuse. Elle m'a sorti un papier. Luc était arrivé seul. Il était parti seul après le déjeuner de la Saint-Valentin. Il n'avait jamais été vu avec une femme sur le site. Personne ne l'avait vu entrer une invitée. Les visiteurs doivent signer à la réception. Il était venu seul. Il était reparti seul. Le ton de la femme à l'accueil a glissé vers la neutralité professionnelle quand je l'ai supplié d'enquêter. Elle m'a dit qu'il pouvait alerter la Sûreté du Québec, mais que, sans preuve, sans domicile au Québec, ils ne pouvaient pas le traquer, qu'il n'était pas leur résident, qu'ils ne pouvaient pas le suivre, juste parce que des invités s'étaient sentis observés. Et voilà, personne n'avait vu Luc lors des 2 fois où je l'avais cru apercevoir. Je n'avais aucune preuve. Quand la femme de la réception a su ça, que je n'avais pas posé les yeux sur lui pendant les incidents, elle et son collègue se sont regardés avec ce regard-là. Celui qui dit « Elle n'a pas de preuves ». Ça a été net. Ils ont proposé des compensations. Un dîner gratuit le soir suivant, une réduction sur un prochain séjour. Ils ont été pleins de bonnes manières. Ils ont voulu arranger, calmer.
J'ai accepté la gratuité du repas parce que refusier aurait été admettre que j'étais terrorisé sans raison. Mais on n'est pas revenu. On a pris nos affaires. Le domaine nous a raccompagnés en silence. Dans la voiture, sur la route qui revenait à Toronto, l'hiver collait aux essuie-glaces. Mon mari a dormi. J'ai regardé la fenêtre, regardé mon propre reflet, et j'ai su que quelqu'un, quelque part, avait porté mes traits dans sa tête. Parfois, quand je ferme les yeux, j'entends encore la pluie sur la vitre, le tac-tac comme d'une main qui valide une serrure. Je sens encore le regard. Ce n'était pas seulement de l'imagination. Ce n'était pas seulement un malentendu culturel. C'était précis. C'était organisé. J'ai repensé à ce visage qui se tenait au bord du sentier, immobile, patient, à la façon dont il avait attendu que la lumière l'éclaire pour dévorer mon profil. Et je me suis dit, si je lui avais tourné le dos, s'il avait senti que j'étais seul, je ne voudrais pas imaginer la suite. Ça me prend encore la gorge, parfois, quand je marche dans la nuit. Je me surprends à serrer ma veste plus fort, à compter les verrous. Et je me demande si Luc portait vraiment une femme dans sa vie, ou si, pour lui, je ne valais que comme un double à retrouver. On n'est jamais retourné à ce domaine. Même par temps clair, je sens l'odeur du bois mouillé et je revois la silhouette dans la nuit, immobile comme une pierre. Je me suis juré de ne jamais oublier la sensation, ce souffle froid sur ma nuque quand j'ai compris qu'on était observé. L'impression d'être une vitrine, transparente. Ils ont dit qu'ils avaient signalé aux autorités. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que ce que j'ai perçu n'était que le reflet d'une journée trop pleine d'alcool et d'insomnie. Mais mes mains tremblent encore parfois quand je ferme les volets. Et chaque fois que je lève les yeux vers un sentier sombre, j'ai cette conviction qui revient, qu'on peut ressembler à quelqu'un pour un autre, et qu'il peut revenir. C'est sûrement l'expérience la plus étrange et la plus traumatisante que j'ai jamais vécue. Une de celles qui t'abîment au point que tu n'arrives plus à fréquenter quelqu'un normalement. Laisse-moi te poser le décor. Je suis une jeune femme de 23 ans. J'habite dans un tout petit village, perdu dans le Québec rural. Tout le monde se connaît ici, et tout le monde me connaît. Je n'ai jamais vraiment trouvé ma place dans la vie de village. Ce n'était pas de la rébellion, juste l'impression qu'il n'y avait personne avec qui je cliquais vraiment. J'avais plein d'amis, pourtant au fond je me sentais seul, depuis autant que je m'en souvienne. Il y a quelques années, j'ai commencé à voir un gars qui s'appelait Jean-François. Je l'avais rencontré sur une application de rencontre. Il venait d'un village voisin, près de Mont-Laurier. Il n'était pas fait pour les affiches. Loin de là, mais l'apparence ne m'a jamais arrêté. Ce que je voulais, c'était savoir s'il était gentil, s'il pouvait être compatible avec moi. On est sortis quelquefois. Rien d'horrible. Il a été un parfait gentleman. Il ne m'a jamais poussé à faire quoi que ce soit qui me mettait mal à l'aise. Et pour ça, je l'ai apprécié. Au bout d'environ 3 semaines de rendez-vous épars, on a décidé qu'il y avait peut-être quelque chose entre nous. On a supprimé nos profils ensemble et on a commencé à se voir plus souvent. Honnêtement, j'ai cru qu'on avait vraiment une chance. Mais très vite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Pas le genre étrange qu'on s'amuse à évoquer devant un film à conspiration. Non, je voyais des signes réels de détresse mentale. Il avait des traits de narcissisme, des épisodes de bipolarité, des crises d'anxiété et des dépressions si intenses qu'il sombrait littéralement. Une fois, son oncle Marcel venait passer la nuit chez ses parents et on lui avait demandé de dormir sur le divan
pour laisser son oncle dans le lit. Il a fait une crise. Je me souviens, on se textait. Son texte tremblait presque à travers mon téléphone. Et il me demandait si c'était une bonne idée d'aller attaquer son oncle, de provoquer une bagarre. Après quelques autres épisodes du même genre, j'ai compris. Je devais mettre fin à cette histoire, vite. Je voulais aider les gens, mais pas au prix de ma santé mentale et de ma sécurité. 3 ou 4 semaines après nos premiers rendez-vous, je lui ai proposé d'aller prendre un café au lait à Saint-Jérôme. C'était un prétexte tout simple. On s'est séparés. Il l'a pris étonnamment bien, ce qui m'a surprise. Je ne m'attendais pas à une scène, à une crise. Il a eu l'air triste, oui, mais il est parti sans geste déplacé. J'ai eu mauvaise conscience, mais c'était ma décision. Un détail important. Pendant les quelques semaines où on avait fréquenté, il n'était jamais venu chez moi. Il ne savait pas où j'habitais. Garde ça en tête, tu verras pourquoi après. On s'est séparés vers le mois d'avril, je pense. Alors imagine la terreur qui m'a parcouru quand, presque 1 an plus tard, le jour de la Saint-Valentin, j'ai vu sa voiture garée dans mon allée. Il m'avait fallu du temps pour reconnaître la voiture. Ça faisait si longtemps. Et puis, je me suis souvenu. Les doigts se sont serrés autour de mon spray au poivre. Oui, j'avais mon spray au poivre sur moi, prêt. Mes parents n'étaient pas là. Et je vis à Saint-Donat. Ici, les gens ne débarquent pas au hasard chez toi depuis des villages voisins. Il est sorti de sa voiture avec des fleurs à la main. J'étais gelé. Qu'est-ce qui lui avait pris? Je suis sorti, en faisant attention à ne pas montrer trop mon spray. Je voulais pas l'effrayer si c'était inoffensif, mais je voulais l'avoir sous la main si besoin. Son visage était creusé. Il avait l'air comme si le sommeil l'avait fui depuis des jours. Il respirait d'une façon saccadée. Il sentait l'alcool et quelque chose de métallique, de froid. On s'est regardé, puis il a dit, d'une voix pâteuse, « Veux-tu être ma Valentine ?» La première syllabe a tremblé. J'ai tout de suite senti que son haleine était chargée, qu'il était ivre, qu'il naviguait dans un truc dangereux. J'ai entendu mon propre cœur, un tambour dans ma gorge, un claquement sec contre mes dents. J'ai dégainé mon spray et je l'ai pointé vers lui. Non, dégage de chez moi et ne reviens jamais. Ma voix a fait l'effet d'un coup. Il a fléchi. On voyait la surprise traverser son visage quand il a aperçu le spray au poivre. Il est parti en courant vers sa voiture et a démarré. J'ai cru que c'était fini. Mais quand il a filé, j'ai vu quelque chose tomber au sol. Un objet métallique qui a ricoché sur le gravier. J'ai attendu quelques minutes, le souffle court, à écouter le silence retomber. Le vent dans les épinettes, le bruit discret d'une porte qui grince au loin. Quand j'ai jugé qu'il était parti, je suis allé ramasser l'objet sous la lueur de mon téléphone. J'ai senti l'odeur du métal, froide, presque animale, et j'ai su, avant même de lire, que c'était mauvais. C'étaient des menottes en métal. Lisse encore une fois ce mot dans ta tête. Menottes. Le poids était réel dans ma paume. L'acier était froid, humide, d'une condensation qui m'a donné la chair de poule. J'ai imaginé les scénarios. Combien de fois il avait dû y penser pour venir jusqu'ici, pour me surprendre avec un objet pareil, pour espérer m'attacher sans que personne ne voie. J'ai senti mes entrailles se nouer, le sang battant dans mes oreilles, comme un tambour funèbre. Je me suis figé, la respiration courte, le goût du fer sur ma langue. J'ai appelé la Sûreté du Québec. Ils sont venus, ont pris ma déposition, ont inspecté l'allée. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas grand-chose. Il n'avait pas encore commis d'infraction au moment où il était parti.
mais ils ont noté la plainte. J'ai aussi prévenu mes proches, Marie-Claude, Pierre-Luc, et je leur ai demandé d'être vigilants s'ils voyaient sa voiture, parce que j'ai pensé à des choses que personne ne devrait imaginer. Si je n'avais pas eu mon spray, si mes parents avaient été absents encore plus longtemps, si j'avais été seul, sans protection, il y avait une possibilité, une sombre possibilité, qu'il m'emmène quelque part, qu'il fasse de moi un nom dans une de ces séries sur de vrais crimes que l'on redoute. Depuis cette nuit, chaque crissement dans l'escalier me fait sursauter. Chaque klaxon trop près me fait serrer la main sur ma poche. Quand je ferme les yeux, je sens encore le frisson du métal contre ma peau, l'odeur diluée de l'alcool, le goût du danger. Si je te retiens une leçon, c'est celle-ci. Si tu te retrouves vulnérable et seul au milieu de nulle part, prévois un moyen de te protéger. Je ne suis sûrement pas la seule à qui il a pu tenter ce coup-là. Et ça suffit de savoir que quelqu'un, quelque part, a inventé l'idée de venir jusque chez toi avec des menottes dans sa poche. Je n'ai jamais su quelles pensées l'ont poussé à revenir. Je n'ai jamais su ce qu'il aurait vraiment fait. Mais je sais comment mon corps a hurlé au secours ce soir-là. Et je sais surtout que chaque fois que je raconte cette histoire, je sens encore mon cœur qui tombe dans ma bouche. Je ne vais pas te mentir, j'ai toujours été un type bizarre, solitaire, froid souvent. J'ai toujours détesté le monde, depuis que je me souviens. Alors c'est presque ironique. Les moments les plus flippants de ma vie se sont déroulés autour de la Saint-Valentin. Après le secondaire, je ne suis pas allé au cégep. Je n'en avais pas envie, je n'avais pas d'argent, et je ne savais même pas ce que je voulais faire. Mon plan était simple, me faire petit, gagner un peu d'argent, réfléchir. J'ai trouvé du boulot au couche-tard, dans une zone industrielle décrépite à Laval, juste au nord de Montréal. L'endroit était du genre à faire grimacer les camionneurs de passage. Une fois, un routier s'est arrêté. Il m'a vu regarder mon téléphone pendant qu'il fouillait son sac pour payer son bœuf séché. Il m'a lancé un regard de reproche et il m'a dit que je devrais prendre soin de l'apparence du dépanneur. J'avais pas l'énergie d'expliquer que je n'étais pas le patron. Alors je l'ai servi sans rien dire de plus. Il a payé et il est parti. Silence. Voilà le genre d'endroit. La nuit de la Saint-Valentin, il y a quelques années, j'avais posé ma disponibilité pour le quart de nuit. On me payait un peu plus. 2,50 $ de plus par heure. C'était maigre, mais ça payait ma bouffe. Les nuits, c'était normalement tranquille. Je passais le temps à regarder des mèmes sur Internet. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Vers minuit, un pressentiment s'est planté dans ma poitrine. Un froid dans la gorge. J'ai essayé de l'ignorer. J'ai essayé de me convaincre que c'était ridicule. Je ne crois pas aux histoires de fantômes, d'habitude. Sauf que je me suis senti à vif. J'ai senti chaque bruit comme un coup sur une vitre. Le vent qui s'accrochait à la neige contre la façade me paraissait menaçant. Les néons grésillaient d'une façon qui m'a fait serrer les dents. Je n'ai même pas senti son entrée. Un homme est entré au dépanneur vers 1h15 du matin. Sa face m'est restée gravée comme une plaque de métal. Vieillie, creusée, et ses yeux, des yeux qui te déséquilibrent si tu oses les fixer trop longtemps. Tu te surprends à juger sa santé mentale. Tu te dis qu'il y a un truc qui cloche. Il avait l'air pressé. Il a filé entre les allées, comme s'il connaissait déjà exactement ce dont il avait besoin. Pas d'hésitation, pas de flânerie.
Il est arrivé à ma caisse avec une petite pelle de jardin, du ruban adhésif et une corde. J'ai regardé les objets. Une vague d'absolue mauvaise foi m'a traversé. Est-ce que ce mec préparait quelque chose de monstrueux? Est-ce que je venais de croiser un tueur en série? Sur le coup, j'ai arrêté de penser à moi-même. J'ai repris mes esprits. J'ai sursauté en lui demandant s'il voulait autre chose. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a pointé derrière moi, vers les cigarettes. J'ai attrapé un paquet de Marlboro Lights et je l'ai posé sur le comptoir. Il a levé la main avec 2 doigts. J'ai mis un instant à comprendre. Il voulait un autre paquet. Je lui ai encaissé les achats. J'ai entendu sa respiration qui s'accélérait, comme s'il était agacé que je ne m'exécute pas assez vite. J'ai lâché une blague pour alléger l'atmosphère. « Tu as un rendez-vous jardinage ce soir ?» La blague est retombée comme une pierre. Il a croisé mon regard. Pas de sourire. Il a simplement hoché la tête. Il a posé son argent. Le total, je lui ai dit que c'était 34 $. Il a claqué 2 billets de 20 $ sur le comptoir, a ramassé ses affaires sans sac, et il s'est tiré comme une flèche la porte derrière lui. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais je suis sorti pour regarder le camion partir. La neige craquait sous mes bottines. L'air m'a frappé la gorge, glacé. Je me tenais là, à me demander à quoi allaient lui servir ces objets. Était-ce possible que j'aie croisé un psychopathe? Toutes ces idées ont filé quand il a freiné brusquement, fait demi-tour et a foncé vers le dépanneur. Mon corps a perdu le peu de contrôle qu'il avait. J'ai couru à l'intérieur. J'ai fermé la porte à clé. J'ai baissé l'enseigne, fermée. J'ai composé le 911 en tremblant. J'ai hurlé l'adresse de Laval au répartiteur. Envoyez la Sûreté du Québec tout de suite. Je lui ai arraché chaque mot à la bouche. Mon cœur martelait ma cage thoracique. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, la main qui me brûlait presque à cause du froid et de l'adrénaline. J'ai fait mon deuil en silence. Si quelqu'un devait m'avoir, eh bien, que ce soit rapide. Que quelqu'un m'entende au moins souffrir. Je l'ai entendu frapper à la porte. D'abord, des coups secs, des coups rageurs, comme s'il voulait enfoncer du bois à main nue. Le seul truc qui pouvait servir d'arme, c'était la petite pelle des rayons utilitaires. J'ai foncé la chercher. La manche de ma veste a raclé le métal. L'anse m'a laissé des picotements dans les doigts. J'ai braqué la pelle devant moi, comme un idiot prêt à défendre une baraque de carton. Je lui ai gueulé que la Sûreté du Québec arrivait, que c'était fini pour lui. Je ne croyais pas à mes propres mots. Les portes du couche-tard étaient en fibre de verre, épaisses, comme blindées. J'ai pensé un instant que j'étais protégé, au moins pour un peu. Puis il a arrêté de frapper. Le silence est tombé, lourd, presque plus effrayant que les coups. Mon souffle formait des nuages blancs. Mes oreilles bourdonnaient. Et puis un bruit sec, une fenêtre qui se fend. Un éclat. Il a lancé une allumette enflammée par la vitre brisée. L'odeur de soufre m'a explosé le nez. La flamme a léché l'air, maigre, comme un rire. La chaleur m'a touché au visage, comme une main sale. Il est parti. Comme ça. Il a remis son camion en marche et il a disparu dans la nuit, avalé par l'autoroute 15 en direction de Montréal. J'ai étouffé le feu avec un chariot renversé et un vieux manteau qui pendait derrière le comptoir. La fumée m'a donné cette saveur métallique dans la bouche, la gorge qui gratte encore. J'ai recraché de la salive comme si j'avais survécu à une noyade. La Sûreté du Québec est arrivée environ 20 minutes plus tard. Un agent, Tremblay, a sorti une vanne à côté de lui, du style « un petit cadeau de Saint-Valentin enflammé ».
et il s'est mis à rire d'un rire gêné. J'étais dans le brouillard. J'ai eu l'impression que ces mots étaient dits dans une autre pièce. Il a fait une demi-rigolade et il est retourné à sa voiture de patrouille. J'ai raconté tout ce qui s'était passé, du début à la fin. Je leur ai décrit le visage, la chemise, le camion qui partait dans la blancheur. J'ai expliqué la liste des objets, la pelle, le ruban adhésif, la corde. Ils ont pris des notes, ils ont pris des photos. Pourquoi m'avaient-ils choisi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils m'avaient pris pour témoin gênant. Peut-être qu'il était juste un dérangé au hasard. Peut-être que j'avais croisé son regard et que ça l'avait allumé. Ce qui me hante encore ce soir-là, ce sont ces achats, ces objets, rangés comme dans une recette froide. J'imagine parfois qu'ils étaient destinés à torturer quelqu'un, retenu quelque part dans le froid. Je vois encore ses yeux, vides et affamés, et j'entends la petite allumette craquer contre la vitre. Même si un jour, j'ai une copine, si ça arrive un jour, la Saint-Valentin ne sera jamais la même. Chaque année, quand la date approche, quelque chose me serre dans la poitrine. Le cœur qui fait tic-tac trop fort, le vent contre la fenêtre, le cliquetis d'une allumette. Et je me souviens de la neige qui crissait sous ses pneus, de l'odeur de soufre, du goût métallique dans ma bouche. Je n'ai jamais su si on l'a retrouvée. Je n'ai jamais su si quelqu'un d'autre avait subi sa folie. J'ai juste gardé la peur, comme un vieux manteau, comme une odeur qui ne part pas. Je te jure, avec toutes ces histoires de Saint-Valentin qui circulent, je me suis dit que je devais raconter la mienne. Pas du gore à la pelle, pas des cœurs d'animaux envoyés dans des boîtes. Enfin, pas en surface. Ce qui m'a foutu la trouille, c'était la banalité, la façon dont tout a basculé en une seconde. Une minute, on rigole sur le côté telenovela de la vie, et la minute d'après, t'as le danger en face de toi. Trop tard. Il te fixe. Il s'approche. C'est discret. Ça te colle, sans que tu t'en rendes compte. À peu près à la même époque, l'année dernière, je suis tombé sur une fille qui s'appelait Marie-Pierre, sur une appli de rencontre. Comme moi, elle cherchait quelqu'un pour la Saint-Valentin à Montréal. On a accroché tout de suite. Ça n'a pris qu'une semaine, avant qu'on passe nos soirées l'un chez l'autre. Netflix, une pizza de pizza, du vin bon marché, des rires en douce. On s'est laissé aller à la douceur d'être deux. On a évoqué l'idée de rendre ça officiel, mais on a préféré éviter le blabla relationnel. Moins de paperasserie affective, plus de confort. Sans doute là qu'on a planté la graine de l'erreur. Un soir, on parlait de ces gars lourds qui la dragueraient au boulot. Elle bossait derrière un bar, un de ces endroits tiki dans le plateau. Uniforme, chemise hawaïenne. Elle était mignonne dedans. J'aurais peut-être dragué aussi si j'étais à sa place. Un client lui avait demandé si elle avait un copain. Elle avait répondu, genre « Non, je sors avec quelqu'un, mais rien de sérieux. » Ce n'était pas pour garder les options ouvertes. Moi, j'avais fait pareil. On se chicanait pour rire. On aimait vraiment être ensemble. On en a parlé. On a soufflé. Et on a changé de sujet. Je n'y ai plus repensé. Jusqu'au dimanche soir, où elle est restée chez moi, à Hochelaga, en prévision d'un service matinal. Tôt dans l'après-midi, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était elle qui me disait qu'elle avait oublié son téléphone chez moi, envoyé depuis le portable d'une collègue. Chevaleresque, j'ai enfourché mon Bixi pour lui ramener. On s'est dit bonjour. On a prévu un petit rendez-vous plus tard. Je roule, comme d'habitude. Pas parce que je suis un écolo pur, non. Plutôt parce que je peux pas encore me payer une caisse potable. Rue Ontario. Je reviens chez moi.
le vent au visage, l'odeur d'essence et de frites. Un coup de klaxon derrière moi, sec. J'entends la colère dans le son, pas juste un rappel. Je me décale pour le laisser passer. Le mec continue de klaxonner. Plus fort. Il se colle. Je sens ma peau qui se hérisse, mon cœur qui commence à marteler ma cage thoracique. Je frôle le trottoir. Je monte le curb pour me mettre hors de portée. Je pensais qu'il allait passer. Il s'arrête. Il baisse sa vitre et me fixe avec un sourire trop large. Pas un sourire amiable, un sourire qui arrête le sang. Je lui demande calmement s'il y a un problème. Il garde son sourire, remonte sa vitre et part, comme si rien. Les chauffards et les cyclistes, à Montréal, ça se déteste. J'ai déjà eu des accrochages, des doigts d'honneur, des insultes. Ça m'a paru banal, juste chiant. J'aurais dû me méfier. Quelques jours plus tard, je fais les courses dans un IGA à Rosemont. Je prends 2-3 trucs, le fromage, le pain, le rut de la vie quotidienne. Et là, je le vois, pas en coup d'œil. Il me fixe. Cet homme qui m'avait klaxonné, je sens mon ventre se serrer. Il était planté au fond d'une allée, me dévisageant comme si j'étais un animal. J'ai pris des détours, j'ai évité le regard. Je ne suis pas du genre à provoquer des histoires en public. J'ai juste voulu partir. Mais dès que je changeais d'allée, il apparaissait. Comme un reflet stupide dans chaque rayon. Il n'était pas à quelques mètres. Il surgissait, il me suivait, il me traquait. Je me suis dépêché, j'ai payé. J'ai retrouvé mon vélo à l'extérieur, les rousses qui grincent, l'air froid qui m'éclabousse le visage. J'ai commencé à pédaler quand j'ai entendu des pas derrière moi, rapides, essoufflés. Il me rattrapait. Mon cœur a tambouriné si fort que j'avais l'impression que tout le monde l'entendait. « Tu es le gars qui aime klaxonner, hein ?» Il a craché presque, la voix comme un gravier. Je ne me rappelle plus tout ce que j'ai dit. Je sais juste que ma bouche était sèche. Mes mains tremblaient sur le guidon. Il a appelé Marie-Pierre par son prénom. Il a dit qu'elle ne voulait plus entendre parler de moi. Il m'a menacé, simplement. Si je t'entends la faire chier encore, je te tue. Il s'est mis à nommer des détails qui n'auraient ni pas dû être entre ses mains. Où j'habitais, où je travaillais, où mes parents dormaient. Il a dit qu'il m'avait suivi. Pendant des jours, une semaine entière, peut-être plus, il a prononcé l'adresse de mes parents à voix haute, là, sur le trottoir. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai paniqué. Je suis parti en pédalant comme un con, avec le souffle qui me manquait. Il a hurlé l'adresse encore une fois, comme un défibrillateur qui pulse froid. Je suis rentré chez moi, les mains tremblantes, la peau humide. J'ai appelé Marie-Pierre. On s'est regardé les yeux, on a recollé les morceaux lentement. Elle m'a raconté que le gars, un certain Jean-Guy, lui avait demandé si elle était célibataire, qu'il l'avait suivie, qu'il avait commencé par elle. Puis, étrangement, il avait multiplié les apparitions autour de nous deux, comme s'il avait tracé une carte de nos vies. Pendant quelques semaines, on l'a aperçu par-ci par-là. Il nous observait pendant les rendez-vous. Il traînait dans l'ombre des bars, à la terrasse d'un café, au coin d'une rue. Son regard était une lame. Des fois, il levait la tête, et je sentais son regard me traverser comme une aiguille. On a commencé à mesurer nos sorties, à changer nos trajets, à avoir peur. La peur s'est installée comme une odeur tenace. Elle a imprégné nos vêtements, nos rêves. Puis, comme si quelqu'un avait éteint la lumière, il a disparu, plié en deux, effacé. Plus rien. On a respiré, on a cru que c'était fini. Mais parfois, la nuit, je repense à ce sourire, à la façon dont il était resté immobile dans sa voiture, à ses lèvres fines.
Je pense à la facilité qu'il aurait eu à renverser ma vie. Une embardée de volant, un coup de frein, un mouvement vif, et je pouvais être sur le bitume, sans voie, sans futur. Ou pire, que ça touche mes parents, qu'il aille frapper là où on croyait être à l'abri. Parfois, en vélo, quand un conducteur m'insulte sans raison, je sens cette tension remonter, le souffle court, le goudron qui colle sous mes pneus. Je regarde derrière moi, par instinct. La ville m'a appris à lire les regards, à sentir la menace avant qu'elle se manifeste. Mais tu sais quoi ? La menace n'a pas toujours besoin de frapper pour t'endommager. Elle t'érode, elle te vole le sommeil, elle te file des rides à venir, elle fait que tu te méfies de tout sourire. On a eu de la chance, rien de concret ne s'est produit. Mais je me rappelle parfaitement comment ça s'est senti. L'air qui devient plus lourd, le klaxon qui te transperce, la voix qui promet des choses trop nettes. Et surtout, cette banalité. Ce qui me terrifie encore, ce n'est pas qu'il ait voulu nous faire du mal, c'est qu'il ait pu, si facilement, suivre les traces qu'on avait laissées derrière nous. Nos rendez-vous, nos chemins, nos habitudes. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts. Il a suffi d'être soi-même, d'être confiant, d'être trop tranquille. Et quelqu'un s'est invité dans notre vie. Je te raconte ça au bar, parce que c'est plus simple que d'admettre que j'ai frissonné comme un gosse pendant des semaines, parce que ça me rappelle que les choses horribles ne viennent pas toujours avec des crocs ou du sang. Parfois elles arrivent en klaxonnant, parfois elles sourient derrière une vitre. Et si tu veux un conseil, prends-le. Ne laisse pas ton confort te rendre aveugle. Les gens qui suivent ne klaxonnent pas toujours. Ils attendent, ils s'infiltrent. Et quand ils parlent, ils savent déjà où frapper. J'ai fini par reprendre ma vie. On a continué à se voir, Marie-Pierre et moi. Mais quelque chose avait changé. On regardait plus souvent par-dessus notre épaule. Le sexe de l'insouciance était parti. On a appris à verrouiller les fenêtres, à changer les numéros, à éviter de dire tout haut où on allait dîner. C'est ridicule, et pourtant je le fais encore parfois. J'appelle ma mère, juste pour vérifier si sa porte d'entrée est fermée, comme si j'avais peur que quelqu'un vienne frapper à minuit pour leur demander si j'ai été sage. La menace avait disparu, mais l'empreinte, elle, est restée. Et quand j'entends un klaxon trop longtemps, je serre le guidon et je me rappelle, un jour, c'était moi qu'on laissait partir. On avait décidé de s'offrir du temps, ma blonde, Marie-Claude et moi. Elle est infirmière, elle travaille de nuit. Au CHUM, il faut avoir environ 5 ans d'expérience avant d'espérer passer au jour. Moi, je fais du marketing. Je fais 9h à 17h en bureau au centre-ville. Alors tu imagines le casse-tête? Nos cycles de sommeil ne se recroisent jamais. On vivait dans des horaires qui se frôlaient sans jamais se toucher. La Saint-Valentin est arrivée un jour où on bossait tous les deux et on a craqué. On a décidé de s'enfuir pour un week-end, de prendre la route. On a choisi Baie-Comeau. Elle en parlait tout le temps. Son grand-père y avait bossé sur le projet hydroélectrique de la Manicouagan. Les histoires l'obsédaient. Des gars isolés qui disparaissaient dans les bois, des accidents énormes pendant la construction. Elle disait qu'il fallait qu'elle voie cet endroit un jour. C'était à environ 8 heures de route depuis Montréal. Alors on s'est arrangé sur la conduite. Moi, j'ai pris la première partie. Elle conduirait une fois sur place. Elle a eu la meilleure partie du marché, comme toujours. Mais bon, quand tu tiens à quelqu'un, tu acceptes. On est parti le vendredi soir. Elle avait dormi presque tout le trajet. Fatiguée, épuisée.
Elle m'a promis qu'elle dormirait bien cette nuit-là pour être fraîche le lendemain. Le lendemain, on a fait la tournée touristique. Musée, explication du barrage, visite de la centrale où son grand-père avait travaillé. Du moins, on supposait qu'il était mort maintenant. Le guide nous a dit que c'était là que tout s'était joué, là où les gros travaux avaient eu lieu. La journée était belle. On a senti le vent du fleuve, l'odeur métallique de l'eau derrière les digues, le froid qui mordait les joues. La nuit est tombée vite. On était lessivés, plus d'idées. On a décidé d'aller manger dans notre resto, rapide préféré. Oui, on est allé dans un resto rapide, juge pas. Elle conduisait. Le trajet faisait entre 10 et 15 minutes. Elle avait la musique à fond, elle chantait. Moi, je regardais dehors, à moitié somnolent. À un feu rouge, il y avait une Mustang bleue à côté de nous. Je l'ai regardée machinalement. Dans la voiture, un homme très vieux. Il était laid, pâle comme une épiderme de papier, l'air malheureux au possible. Il me fixait. Pas sûr depuis quand, mais dès que je l'ai vu, son regard m'a traversé. On s'est regardé durant environ 5 secondes. Puis, pour une fraction de seconde, il a souri. Un sourire si bref qu'on aurait pu manquer ça. Sa bouche s'est fendue en un sourire, puis s'est refermée en une moue triste. C'était grotesque. J'ai tourné la tête vers Marie-Claude. Elle n'avait rien vu. Elle chantait une vieille chanson de Queen à plein gosier. Le feu est passé au vert. On a repris la route. Moi, je n'ai pas lâché la Mustang du regard jusqu'à ce qu'elle tourne. Je pensais l'avoir oubliée. Je m'étais trompé. Le dimanche soir, on est sorti manger au resto. Pas un fast-food cette fois. Un vrai resto qu'on avait trouvé en cherchant en ligne. J'étais bien. Je me régalais de poulet frit. L'odeur de l'huile chaude me rendait presque nostalgique. Et puis, à moitié dans mon assiette, je l'ai vu. Lui, il était assis dans ce restaurant, à une table, seul. Il me regardait, le même visage, la même expression. D'abord une grimace, puis, pour la même fraction de seconde, un sourire, et puis la grimace qui revenait. J'ai senti mon estomac se nouer, comme si quelqu'un venait de m'enfoncer un poing. Je suis sorti de mes gonds. Je me suis levé, j'ai traversé la salle. Il ne disait rien. Il ne s'est même pas défendu. Il m'a juste regardé, les sourcils enfoncés, comme si je l'avais dérangé dans une méditation morbide. Je lui ai demandé pourquoi il nous fixait comme ça. Il est resté muet, immobile, et ses lèvres se sont pincées. Marie-Claude est intervenue avant que je ne fasse une scène. Elle m'a pris par le bras, douce mais ferme. « C'est pas illégal de regarder », m'a-t-elle dit. Elle savait que je montais vite en température et elle voulait éviter un scandale. On est parti, mais je sentais mes mains trembler. L'odeur des frites avait disparu, remplacée par le goût métallique de la peur. Le lundi matin, on a pris la route du retour. Elle est retombée dans le sommeil. Et là, tu parles d'une obsession. Il est réapparu. Cette fois, il n'était pas dans une Mustang. Il était dans une autre voiture. J'ai pensé à sa vie, à comment quelqu'un peut bien s'offrir 2 bagnoles. Il était dans la voie de gauche, prêt à dépasser. Il n'a pas dépassé. Il nous a talonnés pendant environ 1 kilomètre. À un moment, j'ai laissé échapper un geste boueux vers lui, pour lui montrer mon agacement. Et c'est là que j'ai croisé son visage. Mais il ne froncissait plus. Le sourire qu'il n'avait qu'une fraction de seconde maintenant était figé, indélébile, gravé sur son visage ridé. C'était comme si quelqu'un lui avait collé un masque de cire au visage. Il a tourné la tête très vite vers l'avant, puis, sans crier gare, il a braqué sa voiture vers nous.
J'ai réagi au réflexe. J'ai freiné d'un coup. J'ai dévié sur le bas-côté. Ma bouche est devenue sèche. Ma poitrine tambourinait si fort que j'entendais mon cœur dans mes oreilles. Marie-Claude s'est réveillée en sursaut, le cri coincé dans la gorge. On a vu sa voiture filer loin, soulevant un nuage de poussière et de gravier. Son pare-brise a scintillé, puis il n'était plus qu'un point qui s'éloignait. Je me suis senti vidé. On a hésité à appeler la Sûreté du Québec. Je me suis dit que c'était peut-être une coïncidence, un fou du volant, mais ma main ne tenait pas le téléphone. Tout ce qui me paraissait raisonnable, là, je l'ai bâti sur une peur froide. Partir au plus vite de cette ville. On a repris la route sans autre incident. Je n'ai plus jamais revu cet homme. Depuis, chaque fois que je ferme les yeux, j'ai encore cette image. La peau trop pâle, le visage qui passe de la tristesse à un sourire figé, la fraction de seconde qui devient une éternité, son regard comme une lame. Ce week-end, qui devait être notre parenthèse d'amour, s'est transformé en une série de petites violences qui m'ont laissé une odeur de peur incrustée dans les vêtements. La Saint-Valentin la moins romantique, la plus folle de ma vie. Je ne sais pas ce qu'il voulait. Je ne sais pas s'il nous a choisis au hasard, ou si quelque chose en moi l'a attiré. Ce que je sais, c'est que quand un visage te marque comme une brûlure, tu ne l'oublies plus. Et qu'il suffit d'une fraction de seconde pour que le plaisir d'une escapade vole en éclats et que la peur s'installe pour de bon.